Donc il y a cette image, a priori on ne voit pas forcément le lien avec le titre, algèbre des polytopes et volume mixte. Mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Donc aujourd'hui, je vais présenter deux problèmes en lien avec les corps convexes et les histoires de volume. Et on va les démontrer entre guillemets, je vais vous passer plein de détails sous le tapis, je vais juste présenter les points essentiels, les points qui me semblent les plus intéressants. Et pour ça, on va devoir utiliser d'autres résultats sur les corps convexes et leur volume. Et ces résultats, on les démontrera demain, mais plutôt ça sera assez indépendant. On va introduire de l'algèbre. C'est pas du tout évident qu'on puisse démontrer, en tout cas l'un de ces deux résultats avec de l'algèbre, mais vous verrez ça demain. Et aujourd'hui, je vais aussi introduire ce que c'est qu'un polytope. Donc, il y a les corps convexes, et parmi les corps convexes, il y a ceux qui sont dans Rn, un espace vectoriel réel en dimension finie. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui sont enveloppes convexes d'un nombre fini de points, ce sera des polytopes. Je vais vous les définir proprement tout à l'heure, mais comme je vais souvent dire, les polytopes, c'est juste la généralisation des polygones et polyèdres réguliers en dimension supérieure, pour que vous ayez ça en tête. Donc, ce problème. Donc, c'est une jolie expérience faite par Quentin Mérigot. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui ont fait l'expérience. En tout cas, ils ont écrit des articles de vulgarisation quand même pour mathématiciens, mais voilà, sur ce problème par Quentin Mérigot et Boris Tibert. Et donc, ce que vous voyez, c'est il y a une source de faisceaux lumineux parallèles, des rayons parallèles. Là, il y a un miroir ou une lentille, peu importe. Et les rayons parallèles sont reflétés sur le miroir et ça affiche une image de train en niveau de gris. Et donc, il y a un résultat qui dit que, essentiellement, pour toute image en niveau de gris comme ça, il existe une unique lentille ou un unique miroir essentiellement unique qui affiche l'image que vous voulez. Donc, c'est un peu notre résultat conducteur pour ces deux cours. Notre fil rouge. Donc, ce que je veux dire, c'est que, notre lentille, elle va ressembler à... D'un côté, elle sera plate, et on veut que la lentille soit convexe, donc elle va ressembler à quelque chose comme ça. Donc je vais beaucoup simplifier le problème. Bien sûr, on suppose que la lumière, c'est quelque chose d'assez simple. Ça vérifie la loi de Snell-Descartes. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va discrétiser notre problème. À la place d'avoir une image continue, on peut l'approcher par des points qui sont plus ou moins lumineux. Donc un nombre fini de points plus ou moins lumineux. Bon, il faut justifier, mais en passant à la limite, on peut obtenir une image. Donc là, c'est vraiment juste un aperçu du problème. Je vais vous donner l'énoncé correspondant mathématiquement rigoureux plus tard. Disons que j'approche ma maison avec des petits points comme ça, et puis peut-être qu'il y en aura qui seront plus lumineux. Donc le problème que je veux résoudre, c'est si j'ai une face sur mon... Donc j'ai un faisceau lumineux qui arrive par là, qui va être diffusé d'une certaine manière comme ça. Et donc je veux avoir un rayon lumineux qui est dans cette direction d'une certaine intensité, un rayon lumineux qui est dans cette direction d'une certaine intensité, un rayon lumineux qui est dans cette direction d'une certaine intensité. Et donc pour chacune des directions et intensités, ce qu'il faut, ça va correspondre à une des facettes de ma lentille. Donc j'ai les directions des facettes de mes lentilles qui sont prescrites, et l'intensité, ça va être proportionnel à la surface de ma facette. Plus ma surface sera grande, plus il y a de lumière qui va passer. Donc le problème que je vais résoudre, c'est je veux avoir une forme convexe dont j'ai prescrit les directions des facettes et dont j'ai prescrit les surfaces des facettes. Et donc c'est ça le vrai théorème mathématique, c'est qu'il existe un unique corps convexe qui vérifie ses propriétés selon certaines contraintes et modulo quelques trucs. Je vous donnerai un énoncé plus précis tout à l'heure. Donc c'est le lien. C'est facile en dimension 2, on va en parler, oui. Et oui, je vais faire beaucoup d'exemples en dimension 2 et 3. C'est pas toujours vrai que l'intuition en dimension 2 et 3 est bonne en dimension supérieure, mais dans notre cas, j'ai pris des exemples où ça marche plutôt bien. Donc j'espère que ça va vous donner des intuitions pour les dimensions supérieures. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'objets en commun avec les autres exposés qui vont apparaître. Alors, est-ce que... Voilà, donc voilà, le titre de l'article, c'est « Miroir, lentille et l'équation de Monge-Ampère » et les équations de Monge-Ampère. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est vous prenez un corps convexe dans, on va dire, V égale Rn. Donc, vous prenez le produit scalaire standard, vous avez une notion de volume en intégrant la fonction caractéristique, etc. Rn,
Ouais, donc là, je vais regarder, je vais plutôt me placer dans Rn plus 1. Donc je vais avoir un corps convexe comme ça. Et j'ai une direction, ça c'est la direction xn plus 1. Mon corps convexe c'est K. Et je vais avoir l'hyperplan HA qui est par définition xn plus 1 égale A. Donc l'ensemble des coordonnées telles que xn plus 1 est égal à A. Et je vais regarder la AIM tranche, donc je vais regarder l'intersection. Donc je vais appeler TA, ou peut-être, moi je vais appeler juste grand A. Grand A, ça va être égal à HA intersecté avec K. Ok? Donc je regarde les tranches de mon polytope comme ça, tac, 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 tac. Et je vais regarder le volume. Ouais, non, je vais quand même l'appeler. Donc A, ça va être égal à TA. Je vais regarder le volume de TA, quand A varie. Et je vais regarder à la puissance 1 sur n, parce que sinon ça ne marche pas. Et donc le volume puissance 1 sur n de TA est concave. En A. Donc c'est une fonction sur R. Et si je regarde le volume en A, ça va faire quelque chose de concave. Pas du tout évident a priori. Donc en dimension 2, c'est assez facile à démontrer. Donc si je prends un A ici et un B ici, peut-être que, ouais. Donc là, j'ai un autre TB. Et je vais regarder ce qui se passe entre les deux en lambda A plus 1 moins lambda B avec lambda appartenant à 0, 1. Donc là, 1 sur n, c'est rien puisque n plus 1, c'est 2, donc n, c'est 1. Donc là, c'est juste le volume. Donc c'est la longueur de mon segment. Et donc ce qui se passe au milieu, là, c'est t de lambda A plus 1 moins lambda B. Et donc je veux démontrer que le volume de t lambda A plus 1 moins lambda B, c'est supérieur ou égal au volume de t de A plus 1 moins lambda fois le volume de t de B. Inégalité de concavité. Et pour te montrer ça, en fait, si je regarde, je vais juste regarder, je sais que mon corps il est convexe, donc notamment il contient l'enveloppe convexe de T de A et T de B. Alors là, mon dessin n'est pas génial, je vais peut-être faire un dessin un peu plus comme ça. Donc notamment, si je regarde ma partie du milieu, elle contient cette partie-là. OK ? Et cette partie-là, vous pouvez calculer avec le théorème de Thalès, tout simplement en prolongeant les deux droites qui sont là. Cette partie-là, si vous calculez sa longueur avec le théorème de Thalès, vous allez obtenir que c'est exactement ça. C'est égal au volume de K intersecté avec, de HA, de H lambda A plus 1 moins lambda B, donc la tranche du milieu, intersectée avec l'enveloppe convexe de TA union TB. Et comme K il est convexe, clairement ça, c'est inclus dans la tranche du milieu. Donc j'ai bien que la tranche du milieu est supérieure ou égale au volume. Il y a juste une inclusion, donc les volumes sont inclus les uns dans les autres. Ça va? OK. Donc en dimension supérieure, il y a une inégalité qui nous dit exactement... Alors, en dimension supérieure, ce qui se passe, c'est que l'enveloppe convexe qui est ici, ça va être un ensemble qu'on peut décrire. C'est l'ensemble des lambda A plus 1 moins lambda B. Ah, pardon. 1 moins lambda B, avec A appartenant à T de A et B appartenant à T de B. Ça, c'est exactement la description de ça. Et ça, je vais le réécrire autrement. Je vais l'écrire D lambda de T de A plus, avec un carré comme cela, D1 moins lambda T de B. Où ça, par définition, c'est la dilatation par un facteur lambda. Donc c'est juste lambda fois A pour
A appartenant à T de A. Et ça, c'est la somme de Minkowski. Somme de Minkowski. Donc la somme de Minkowski de deux ensembles A plus B, c'est par définition l'ensemble des A plus B, A appartenant à A et B appartenant à B. C'est une opération essentielle qui va jouer un grand rôle dans tout mon exposé. Et celui-là aussi également. Dilatation, c'est assez simple. Celui-là, elle est peut-être moins classique, mais c'est une opération qu'on comprend assez bien et qui est très intéressante. Donc ça, c'est exactement cette partie-là. Donc en dimension supérieure, elle va être inclue dans la tranche. Et il y a un théorème qui s'appelle l'inégalité de Brune-Minkowski. Minkowski va apparaître souvent. Théorème inégalité de Brune-Minkowski. Qui nous dit exactement ce qu'on veut en fait, à savoir que le volume, alors pour tout A, B convexe de Rn, disons borné, sinon il y a tout qui est des choses infinies, on a le volume de A dilaté par lambda plus le volume, le volume de A plus le volume de A plus volume de B, qui est supérieur ou égal au volume de A, et pareil, je vais laisser de la place, plus volume de B, donc là c'est faux, il faut que je mette des puissances 1 sur n partout. Exactement. Donc là, je regarde le volume en dimension maximale. Si le polytope n'a pas une dimension n, le volume c'est 0. Alors pourquoi c'est ce qu'on veut? Maintenant, si je prends un facteur lambda qui appartient à 0,1, je peux rajouter d lambda ici. Je peux rajouter d. La couleur est peut-être pas géniale, je vais chercher une autre couleur. D lambda ici, je rajoute d1 moins lambda ici. Là, je peux mettre un d lambda sur A, mais la dilatation par lambda, le volume va être multiplié par lambda puissance n, et j'ai la racine 1 sur n, donc ça va sortir le lambda ici. Et là, je vais avoir le 1 moins lambda. Et donc, j'obtiens exactement ce qu'on veut. La partie qui est incluse dans la tranche du milieu a clairement, donc ça c'est inférieur ou égal au volume de la tranche, lambda, etc., juste par inclusion. Et donc l'inégalité de Brune-Minkowski nous dit exactement ce qu'on veut. Donc on va essayer de démontrer ce théorème aujourd'hui. Et pour ça, on va introduire modulo d'autres résultats que je vais introduire. Ça va pour l'instant? Pas de questions? Hop. C'est marqué tableau, je pense, à droite. Éclairage tableau. Ça va? Ça va? Ok. Ok, donc oui, il y a l'exemple du cube là-haut qui montre bien la concavité de la racine du 1,5 des tranches. Et au milieu, la partie noire là, c'est exactement ce truc-là. Donc c'est la partie qui vient de la partie verte et la partie violette. Si vous faites l'enveloppe convexe et que vous intersectez, vous obtenez cette partie noire-là. Donc voilà, maintenant, pour démontrer cette inégalité, on veut mieux comprendre ce que c'est que la somme de Minkowski et comment elle se comporte par rapport au volume. Donc on va faire quelques exemples assez simples pour voir à quoi ressemble la somme de Minkowski en dimension 2. Et un premier exemple, voilà, le carré plus le triangle. Donc je prends un carré
Et je vais faire la somme de Minkowski avec le triangle. Bon, je fais tout à translation près, ça change pas grand-chose. Une façon dont j'aime bien me le représenter, c'est je prends un point au milieu du triangle, je mets de la peinture sur mon triangle, peinture rouge, je vais prendre mon point et je vais le déplacer tout le long du carré. Et je vais voir toute la zone qui est coloriée. C'est ce qui est représenté là. Vous prenez le triangle et donc le point bleu que j'ai fixé, je le déplace sur tout le carré et je vais obtenir le trapézoïde, la forme à droite. Un hexagone, l'hexagone à droite. En dimension 2, c'est assez simple. Si vous regardez bien, vous regardez les 4 côtés bleus du carré et les 3 côtés rouges du triangle, on les retrouve sur le trapèze. C'est un peu l'entrelacement des côtés. Vous avez le carré, voilà, vous êtes obligé de les mettre dans un certain ordre pour que ça soit un polygone convexe, et ça va vous donner la somme de Minkowski. Donc ça marche bien en dimension 2. En dimension supérieure, c'est nettement plus compliqué. Mais cette peinture marche quand même. Bon, c'est plus compliqué à visualiser, mais... Alors, donc ça, c'est égal à cette chose-là. Un autre exemple, si je prends le triangle plus le triangle, qu'est-ce que je vais obtenir? Si vous regardez bien, ce qui va se passer, c'est que je vais obtenir un triangle 2 fois plus grand. J'entrelace les carrés. En fait, de manière plus générale, si je prends un corps convexe K et que je fais la somme de Minkowski K fois avec lui-même, vous faites juste la définition, vous développez la définition. Et donc là, je le fais, disons, K fois. Je vais obtenir dk de K. Donc je vais obtenir la dilatation par un facteur K de mon corps convexe. Donc ça marche si les triangles... Mais, enfin, donc la rotation est vraiment importante. Hein. Si je prends ce triangle-là plus le triangle renversé, ce que je vais obtenir, c'est un hexagone. Hexagone régulier, du coup, ce qui n'a rien à voir. D'accord? Donc translation, c'est pas très grave, rotation, ça change tout. Ok, donc maintenant je vais passer au polytope. Donc je vais plutôt vous définir les polyèdres, mais c'est la même chose. Donc, Alors c'est assez marrant, il y a les... Après que j'ai fait, ces slides et ce texte, j'ai regardé un peu les énoncés de concours de cette année, et dans l'énoncé Ulm 6 heures, donc le plus long possible que vous pouvez trouver, ça parle beaucoup de polyèdres, et donc il y a pas mal de choses en commun, notamment si vous regardez un peu les exercices qu'il y a dans mon texte, il y en a, et ça se recoupe pas mal, il y a pas mal d'idées communes avec l'énoncé du concours, notamment il y a la définition des polytopes qui est équivalence avec polyèdre, donc un peu ce que je vais vous présenter là. Bref, voilà. Donc un polyèdre. Donc je fixe. Donc pour les 2 jours, je vais fixer V isomorphe à Rn, ça je l'ai déjà dit. V étoile, ça va être le dual. Donc en pratique, c'est mieux dans cette théorie de ne pas confondre V et V étoile. Ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, les différents objets. En pratique, là, je vais fixer le produit scalaire standard pour faire les dessins, etc. Ça permet de simplifier vraiment beaucoup la présentation et ça permet de définir des volumes en toutes dimensions qui sont cohérents, etc. Ça simplifie beaucoup. On peut s'en passer. Donc, j'ai le produit de dualité que je vais noter comme ça. Donc ça appartient à V étoile et ça appartient à V. Donc je vais quand même essayer de dire à quoi appartiennent les objets. Mais bon, j'ai quand même le produit standard, produit scalaire standard, qui identifie les deux, notamment pour les dessins. Et donc j'ai une notion de volume. Donc j'ai le volume en dimension n, que je vais juste noter volume, et volume en dimension n-1 pour les corps convexes de dimension n-1. Et je peux faire ça pour toutes les dimensions. Donc je vais définir, donc je vais prendre U souligné, c'est U1, etc., UK pour un certain K entier positif ou nul, positif disons. Donc c'est des éléments du dual. C'est des directions si vous voulez. Je choisis des directions, un peu comme pour la lentille au début. Et je vais prendre A bar, c'est le même nombre, mais cette fois-ci, le même nombre d'éléments, mais cette fois-ci c'est dans R, des nombres réels. Et je vais définir P
de U bar à bar, merci, c'est l'ensemble des x dans V tel que UI x est inférieur ou égal à AI pour tout i dans 0, i allant de 1 à k. Donc un exemple, si je prends ces 4 directions-là, et je vais choisir par exemple 1, 3, 3, 1, je veux que dans cette direction-là, tout soit inférieur ou égal à, quand je fais le produit scalaire, c'est inférieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que je vais faire en fait le demi-espace décalé de 1 au-dessus, supérieur, donc tout ce qu'il y a au-dessus de ça. Donc je vais juste dessiner le vecteur normal extérieur comme ça. Ici, ça sera plutôt un peu plus loin, ici ce sera un peu plus loin, et ici ce sera ça. Donc c'est toute la partie qui est à l'intérieur de ça. Et là, je peux m'amuser à faire varier les AI, à regarder ce qui se passe. Si j'augmente le A qui va vers le haut, à un moment, il va passer par là. Et donc, cette direction-là, le A va devenir inutile. Enfin, même le UI et le AI deviendra inutile. Si j'oublie cette direction-là, ça ne va pas changer mon polytope. Ça sera exactement le triangle. Et je peux même le pousser encore plus loin. Là, il est encore plus inutile. Donc voilà, il y a un peu une sorte de représentation minimale qui est, je prends juste les directions qui correspondent aux côtés, vraiment. Donc en dimension supérieure aux facettes. Et je peux faire quelque chose de pire, c'est je peux le rendre négatif. À un moment, ça va se dégénérer en quelque chose de dimension inférieure. Et si je continue, ça va même devenir vide. Quelque chose que je veux pas non plus. Donc ça, je veux pas quand c'est vide. Si je prends que 2 directions, par exemple ces deux-là, ou pas assez de directions, je vais avoir quelque chose qui est pas compact, qui va partir à l'infini. Ça s'appelle un. Bah là, c'est un cône. C'est pas toujours un cône, mais voilà. Donc un polyèdre. C'est donc un ensemble de la forme P U bar A bar qui est compact et non vide. Donc il y a des conditions. Hein. Si vous prenez les U bar qui engendrent positivement V étoile, vous êtes sûr que ça sera compact, mais c'est pas sûr que ça sera non vide. Voilà. Donc parfois, il faut mettre des petites conditions comme ça pour assurer que tout se passe bien. Je risque d'en oublier dans la suite de l'exposé, mais voilà. Donc, ils ont plein de représentations. Et il y a un théorème qui nous dit qu'un polyèdre, je vais plutôt dire polytope dans la suite, c'est la même chose qu'un polytope. Et la définition de polytope, c'est enveloppe convexe d'un nombre fini de points. C'est un théorème pas évident, mais voilà, il n'est pas non plus très difficile. D'un nombre fini de points. Là, c'est enveloppe convexe de ces 4 points-là. Et donc, il y a une notion de face. Je peux regarder la face. Donc, si P est un polyèdre, ou un polytope, U dans V étoile, je peux regarder la face dans la direction U. C'est par définition, donc FU de P, c'est l'ensemble des X tel que UX est égal à max de U point sur P. Donc X appartenant à P. Pardon, c'est l'ensemble des X appartenant à P tel que on est ça. Donc, ok, ça se voit très bien ici. Je prends une direction, si je prends cette direction, une direction un peu générique ici, où est-ce que la forme linéaire ici atteint son maximal? Ici. Donc ça c'est F, si ça c'est U, ça c'est FU de P. Je peux tourner un peu, ça ne va pas changer. Par contre, si je prends ce vecteur-là, où est-ce que P atteint son maximum? Partout là. Enfin, où est-ce que la forme linéaire atteint son maximum sur P? Partout là. Donc les faces, bah, c'est ce que vous imaginez, hein, c'est vraiment... Voilà. Et aussi, si je prends la forme, si je prends U égale 0, j'obtiens que P est une face. Je considère que P est une face. Donc il y a des notions de dimension pour les faces, etc. C'est une jolie structure. Tout se passe à peu près comme dans R2 et R3. Donc pensez juste à ce qui se passe dans R3. Donc là, j'ai fait un
une représentation du toit. Le toit, c'est assez intéressant parce que justement, quand les AI changent, la structure change pas mal. Donc, vous avez, par exemple, je vais déplacer la face de droite en augmentant AI et en diminuant AI. À un moment, ça fait un toit dans un sens. Il y a un cas dégénéré au milieu, j'obtiens une pyramide à base carrée. Et si je continue, ça va faire un toit dans l'autre sens. Donc, vous voyez cette structure-là au milieu, là, j'ai fixé A2, A3, A4, A5 égale à 0, ce qui me permet d'éviter de faire des translations. J'ai fixé au milieu translation. Et donc, j'ai des zones. Une zone où ça a une certaine forme, une zone où ça a une autre forme, et entre les deux, il y a la diagonale, là, c'est la pyramide à base carrée. Tout ce qui est en dehors du cadran, c'est vide. Et puis, on a des cas dégénérés sur les bords. Et sur chaque zone, le volume s'exprime comme un polynôme en fonction des AI, ce qui est quand même assez joli. Polynôme homogène de degré 3, puisque là, on est dans R3. Voilà. Et ça se recolle bien, mais ce n'est pas le même polynôme des deux côtés de la... Ok, donc je vais écrire les résultats sans les démontrer, mais c'est juste vous appliquer les définitions en général. Et ça découle. Donc si j'utilise cette forme-là, je vais avoir que si je regarde d lambda de P de U bar à bar, c'est juste égal à P de U bar de lambda à 1, etc., lambda à k. C'est assez simple. Si je regarde P de U bar à bar, somme de Minkowski, P de U bar, B bar, je vais souligner. Là, je ne vais pas avoir égalité, je vais juste avoir inclusion dans P de U bar, A bar plus B bar, donc A1 plus B1, etc. Je prends les mêmes directions, sinon c'est le bazar. Enfin, au pire, je prends l'union des directions, comme ça je peux tout exprimer. J'ai juste l'inclusion, et donc il y a des cas où j'ai juste des facettes qui servent à rien, enfin des AI qui servent à rien, donc on trouve facilement un contre-exemple. Mais même si j'ai toutes les facettes et tout est utile, il y a des contre-exemples intéressants en dimension 3. Donc c'est assez marrant d'essayer de trouver des contre-exemples à ça. Il y a des facettes qui apparaissent quand je fais la somme de Minkowski. En fait, ça se passe bien si les U bar, c'est exactement les directions qu'il faut pour la somme de Minkowski, je pense qu'il y a égalité. Et que tous les AI sont utiles. Enfin bref, voilà. Et donc, autre chose qui se voit bien en haut, enfin qui se voit bien. Si je regarde... Oui, donc j'ai oublié de dire les facettes, par définition. Les facettes, c'est les faces de P, c'est les faces... donc FU de P, telle que la dimension de FU de P est égale à la dimension de P moins 1. Donc c'est les faces maximales, les faces propres maximales. Et donc toutes ces facettes sont dans une direction UI, pour l'un des UI. Et donc un truc qui n'est pas trop compliqué à voir, c'est si les UI sont unitaires, enfin, si les UI sont unitaires, disons que ça se voit bien, après, pour le démontrer, je ne sais pas trop, j'ai la dérivée dans la direction AI de volume de P de U bar à bar, qui est égal au volume, cette fois-ci je le regarde en dimension n-1, de f de UI de P de U bar à bar. Bon, c'est pas tout à fait vrai, il y a des cas où ça se passe mal si j'ai des trucs, je suis pas dérivable, je suis dérivable que dans une seule direction. Mais globalement, dans des positions génériques, ça va bien se passer. Là, je fais ça avec le produit scalaire standard. J'ai dit UI unitaire, donc le volume est défini à partir du produit scalaire et unitaire est défini à partir du produit scalaire. Et sinon, on peut quand même l'exprimer, mais il faut diviser par des trucs duo, des trucs. Il y a des cas où ça se passe mal.
Quand j'ai deux facettes dans la même direction et qui servent à rien, ça se passe mal. Et quand même j'ai deux facettes qui sont dans des directions opposées, quand j'écrase quand j'écrase mon trapèze, il y a un moment où je suis plus dérivable. En général, ça se passe bien, je vais l'admettre que c'est toujours vrai. Bon, c'est vraiment, pour moi, c'est des détails. Hein. Enfin voilà, même dans mon texte, il n'y a pas les détails très précisément. Ok, donc maintenant on va revenir un peu en arrière. Et on va revenir à notre inégalité de Brun-Minkowski. Je vais peut-être la réécrire parce qu'on va en avoir besoin. Donc vous voulez démontrer que volume de... donc maintenant on va plus regarder des polytopes que des corps convexes. Volume, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Donc volume de K de A plus B est supérieur ou égal à volume de A plus volume de B. Et il ne faut pas que j'oublie les puissances 1 sur n. 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n. Et donc je disais, on voulait comprendre ce volume de cette somme de Minkowski. Alors on va faire un exemple, on va prendre disons un polygone un peu quelconque. Donc ça c'est A. Et B, on va prendre juste le disque. Donc je vais regarder volume de... Ok. D, c'est le disque unité, donc on va dire qu'il est petit. Donc si je regarde la somme de Minkowski, je suis en train de balader mon disque sur toute la surface. Je colorie tout. Et la surface coloriée, ça va être ça. Donc ce qu'on voit, c'est que je vais avoir des petits rectangles sur chaque côté. Là, c'est vraiment des rectangles. Hein. Et entre les rectangles, à chaque coin, je vais avoir une petite partie arrondie. Donc si je regarde le volume, ce que je vois, c'est que, donc, si je vais appeler P mon polygone, donc j'ai volume de P. Donc là, encore une fois, voilà, volume de P plus le petit disque, donc je vais l'appeler B1 pour la boule unité. Là-dedans, j'ai la partie P, donc j'ai le volume de P. Après, chaque rectangle, son volume, c'est la longueur du côté fois 1. Ce sera peut-être mieux si je mets BR, la boule de rayon R, on verra mieux ce qui se passe. Donc du coup, j'ai le périmètre de P fois R. Et après, si vous regardez bien les coins, si je les recolle, ça recompose ma boule. Donc plus le volume de BR. Le volume de BR, c'est juste R carré. Bon, il y a un pi, mais voilà. Pi R carré. Donc c'est en fait R carré fois volume de B1. R carré fois volume de B1. Et si maintenant, à la place de regarder P, je regarde D lambda fois P, ce qui va se passer, c'est que le volume de D lambda fois P, ça va faire sortir un lambda carré. Je vais mettre là, lambda carré. Et le périmètre, il y a un lambda qui va sortir. Je vois apparaître un polynôme homogène de degré 2 en lambda et R. Parce que BR, c'est juste D lambda fois B1. DR, merci. Et les coefficients sont positifs. C'est pas évident, mais donc je vais énoncer le théorème juste maintenant, mais comme ce que Omid racontait ce matin, on va obtenir un polynôme dont les coefficients... Déjà, c'est pas évident que c'est un polynôme, et ensuite, c'est pas évident que les coefficients sont positifs. Et donc, de manière générale, on a un théorème
donc qui est un peu compliqué, enfin, qui peut paraître un peu technique à énoncer. Je vais essayer de donner un peu une intuition. C'est si K1, etc., K sont convexes dans Rn, dans V, et lambda 1, lambda K sont des facteurs, disons strictement positifs ou nuls, ou strictement positifs. Alors, quand je fais des d lambda, c'est lambda est toujours positif. Hein. Si jamais je prends un lambda négatif, ça retourne mon triangle comme tout à l'heure et ça fait n'importe quoi. Donc il faut vraiment que je prenne des lambda positifs. Alors, je peux écrire le volume de d lambda 1, K1, somme, etc., jusqu'à d lambda K, KK, comme, donc c'est là que ça devient un peu horrible, I1 égale 1 à K, etc., somme de IN égale 1 à K, de volume, je rajoute un M, lambda 1, K1, KI1, etc., KIN, lambda I1, etc., lambda IN. C'est un polynôme, donc le volume de cette somme est un polynôme en les lambda I, homogène de degré n. Et pour comprendre cette somme, je vais juste vous faire remarquer que c'est exactement la même chose que si je prends x1 plus etc. plus xk puissance n, c'est égal à cette même somme des xi1, etc. xin. Donc c'est pas si compliqué, on a l'impression qu'on est en train de décomposer, de mettre ça à la puissance n, en quelque sorte. Et donc ça va pas mal justifier ce qu'on veut faire demain, c'est-à-dire on a l'impression qu'on veut multiplier et additionner des polytopes de manière non triviale. Et donc c'est ce qu'on va faire demain en introduisant l'algèbre des polytopes. Donc ce théorème, on voit bien l'algèbre derrière. On voit bien qu'il y a de l'algèbre derrière. Le théorème d'après, c'est beaucoup moins évident. Et donc là, on peut décomposer maintenant la partie de gauche, si je la mets à la puissance n. Mais on n'a pas d'inégalité, il nous faut une inégalité, et ça va nous être donné par l'inégalité. Ah, j'ai oublié de dire. Ça s'appelle le volume mixte. Et c'est une fonction donc qui prend en entrée n corps convexes, et c'est une fonction multilinéaire, donc elle est positive, dans le sens vraiment supérieur ou égal à 0. Elle est multilinéaire, elle est symétrique. Si je retourne 2K, ça ne change rien. Et si je prends volume mixte de d lambda K1 plus d lambda prime K1 et après je prends K2, etc., c'est égal à, pardon, je vais faire juste comme ça, c'est égal à lambda volume mixte de K1, K2, etc., plus volume mixte de K1', K2, etc., avec lambda positif. Ouais, le 1, j'ai mis le prénom au mauvais endroit. Donc c'est multilinéaire dans ce sens-là, et c'est symétrique, etc. Donc là, il y a plein de termes qui apparaissent plein de fois. Vous pouvez l'écrire avec des coefficients binomiaux, des multinomiaux, enfin bref. Donc on va, voilà. Donc elle n'est pas définie positive, hein. Elle est positive dans le sens où si je prends ces trucs-là, c'est supérieur ou égal à 0. Et c'est crucial qu'elle ne soit pas définie positive, vous le verrez plus tard, mais donc il y a le théorème suivant, qui est l'inégalité d'Alexandrov-Fenchel. Qui est une sorte de généralisation de l'inégalité de Brun-Minkowski. Comme on va le voir, parce que je vais démontrer Brun-Minkowski en admettant Alexandrov-Fenchel, qui dit que si K1, etc., Kn, donc cette fois-ci j'en prends n, Kn-2, j'en prends n-2, ensuite je prends un K et un L, donc des convexes dans un V. Alors c'est une sorte d'inégalité de Cauchy-Schwarz renversée. C'est pour ça que c'est crucial que ça ne soit pas défini positif.
Sinon, on aura eu une inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, volume mixte de K1, Kn-2, K, multiplié par volume mixte de Kn, K1, Kn-2, L, L. Et je vais le comparer à volume mixte de K1, Kn-2, KL au carré. Donc si ça avait été Cauchy-Schwarz, j'aurais eu une inégalité dans ce sens-là. Produit des normes est supérieur ou égal au produit scalaire au carré. Donc quand je dis ça, c'est parce que si vous fixez K1, Kn-2, j'obtiens une forme bilinéaire. Donc j'aurais pu regarder ce que c'était Cauchy-Schwarz, mais là je vais avoir l'inégalité dans l'autre sens. Et comme au début on a des concavités, le volume est concave et non pas convexe pour les mêmes. Voilà, c'est toujours un peu ces mêmes raisons que vous allez découvrir en fait au fil des 3 exposés. Donc ça, c'est beaucoup moins évident qu'on peut démontrer ça avec de l'algèbre, et ça sera la dernière chose que je vais énoncer demain, presque l'une des dernières choses. On admettra beaucoup de choses pour le démontrer, mais je vous donnerai un peu les idées de la preuve, et... Enfin voilà. Donc, comment on peut obtenir Brun-Minkowski à partir d'Alexandrov-Henschel? C'est pas très compliqué. Il me reste un quart d'heure, c'est ça? 20 minutes? Ok. 18, très bien. Ça devrait le faire. On va mettre, donc tout est positif, je mets à la puissance n à gauche et à droite. Je mets à la puissance n à gauche et à droite dans cette inégalité, et je vais du coup j'obtiens volume de A plus B, et je vais utiliser cette formule avec lambda 1 égale 1, lambda k égale... Enfin, avec k égale 2, lambda 1 égale 1, lambda 2 égale 1. Et donc en fait, ça va se développer exactement comme x1 plus x2 puissance n. J'ai pas envie d'écrire toutes ces sommes là. Et donc x1 plus x2 puissance n, c'est des coefficients binomiaux. Donc le terme de gauche, ça va être égal à somme de i égale 0 à n, de i parmi n, volume mixte de A, B, B. Et là, je vais avoir IA et n-IB. OK? Et voilà. Et donc ça, je vais l'appeler AI. J'ai pris lambda 1 et lambda 2 égale 1. Ouais. Et de l'autre côté, oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Si vous appliquez la formule avec k égale 1 et lambda 1 égale 1, vous obtenez volume de k est égal à volume x de kkkk. Je vais l'écrire. Volume de k est égal à volume mixte de k. Donc si je mets maintenant la partie droite à la puissance n, bah ça c'est juste A1 puissance 1 sur A0 puissance 1. Du coup ça va être un peu... Ouais, tu appliques la formule, il n'y a pas de n factoriel, donc j'en déduis qu'il n'y a pas de n factoriel. Après, peut-être qu'il y a deux définitions, hein, avec un sur n factoriel et l'autre sans. Il va apparaître demain le 1 sur n factoriel, peut-être on peut le passer au début. Peut-être que c'est pas la bonne définition de volume x, désolé, qu'il y a un 1 sur n factoriel quelque part. Bon, c'est vraiment pas... Ça arrive très souvent qu'on ait un 1 sur des factoriels, on ne sait pas où le mettre. Donc ça, c'est AN, puissance 1 sur n, ok, c'est... Là, j'ai mis NA. Et ça, c'est A0 puissance 1 sur n. Donc, si je développe le terme de... C'est pas une somme de Minkowski, pardon, là, c'est une somme normale. Si je le mets à la puissance n, je vais juste avoir la somme des i égale 0 à n, des i parmi n. Donc là, c'est un développement normal. Des i sur n. Faut que je la mette dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, c'est ça.
Et là, c'est A0, n-i sur n. Donc maintenant, en fait, si j'arrive à démontrer que AI est supérieur ou égal à AN, donc ça, je ne sais pas encore, AI sur n fois A0, n-i sur n, j'ai gagné parce que je l'identifie terme à terme, et c'est bon. Alors ça, on passe au logarithme. Et donc, je vais définir BI, c'est égal à log de AI. Et j'obtiens que cette inégalité serait impliquée par, ou probablement équivalente à, I sur n, Bn, plus n-i sur n, B0. En supposant que A et B sont de volume strictement positif. Et ça, c'est vraiment une inégalité de concavité. Pour le logarithme. Donc, en fait, ce qu'on veut démontrer, c'est que AN est log concave. C'est exactement ce qu'on avait ce matin. On a entendu parler de log concavité, là, c'est la même chose. Donc là, c'est de la log concavité qui apparaît dans les volumes mixtes, donc dans ces histoires de volume. Comment on fait pour démontrer ça? On va appliquer Alexandrov-Fenchel. Qu'est-ce que nous dit Alexandrov-Fenchel? Donc, Alexandrov-Fenchel, je vais l'appliquer avec K1, Ki-1 égale A, et je vais prendre Ki-2, etc., Kn-2 égale B. Si vous réfléchissez très fort, ce que nous donne Alexandrov-Fenchel, c'est AI plus 1 fois AI-1. AI plus 1, je mets 2A à la fin, fois AI-1, je mets 2B à la fin, et inférieur ou égal à AI carré. Je passe au log. J'obtiens que BI plus 1 plus BI moins 1 sur 2 est inférieur ou égal à BI. En gros, c'est la dérivée deuxième discrète, si vous voulez, négative. Donc, pourquoi ça implique ça? C'est un bon exo de colle. En gros, si je mets B0, B1, B2, que je place au-dessus, B0 au-dessus de 0, B1 au-dessus de 1, B2 au-dessus de 2, etc. jusqu'à Bn, et que je les relie, l'inégalité d'Alexandrov-Fenchel nous dit exactement la concavité en ce point-là. Elle dit que ce segment-là passe en dessous. Donc, la fonction est concave dans chacun des BI, elle est linéaire partout ailleurs, donc elle est concave, donc elle est globalement concave. Et maintenant, j'applique l'inégalité de concavité entre B0 et Bn en I sur n ou n-i sur n, je ne sais pas. Et j'obtiens exactement que le point médian est au-dessus de la moyenne des points. OK. Bon, voilà, il faut écrire les détails sur un exercice. Voilà. Donc voilà, on a démontré Brun-Minkowski avec Alexandrov-Fenchel. Donc Alexandrov-Fenchel nous dit vraiment qu'on a une concavité, une log concavité, si on passe au log, dans toutes les directions, un peu partout. Et Brun-Minkowski, c'est vraiment dans le cas de la diagonale avec juste deux éléments, donc c'est vraiment un cas très particulier. Bon, ça se voit pas très bien là, mais voilà, c'est impliqué par Alexandrov-Fenchel en tout cas. Donc c'est un peu ce que disait Omid ce matin, il y a des volumes qui se cachent derrière tout ça. En fait, souvent, on essaye d'expliquer ces histoires de log concavité en associant des polytopes ou des corps convexes et en expliquant, en interprétant les coefficients grâce à ces volumes. On arrive à faire ça, par exemple, en géométrie algébrique, des choses un peu compliquées. OK, très bien. Du coup, on va revenir à notre problème de départ, qui était notre lentille. Donc, on a réussi à résoudre l'un des deux problèmes. Bon, je vais de nouveau pas mal agiter les mains. Donc, on avait des directions fixées et des aires de facettes fixées, donc des volumes de facettes fixés. Et donc, on a le problème de Minkowski, encore Minkowski. Donc, problème de Minkowski. Donc, dans ce cas-là, c'est un... OK. Donc, théorème. Problème de Minkowski. Donc, je l'appelle problème de Minkowski parce qu'il y a plein de théorèmes de Minkowski, donc... problème de Minkowski, a priori, c'est celui-là, c'est ce théorème-là.
Et donc, il peut être généralisé dans d'autres contextes. Dans ce cas, si on ne sait pas le résoudre, c'est un problème. Donc, on essaie de le résoudre. Donc, si je prends P de U bar, alors, je vais prendre U bar. Donc, il faut que je réfléchisse un petit peu. Tac. OK. Donc, je vais prendre des U bar qui sont sympathiques, c'est-à-dire que j'en ai pas deux collinéaires. Et ils engendrent positivement V étoile. Ça va m'assurer que le P de U bar A bar est compact. Et je vais regarder les cas où il est non vide. Enfin voilà, je me restreins au cas où ça se passe bien. Donc je prends un U bar et un A bar comme tout à l'heure. Et je regarde P de U bar A bar. La condition, c'est que U bar, ça engendre positivement, c'est-à-dire chaque point de l'espace. Les combinaisons linéaires convexes positives avec des coefficients positifs. Voilà. Là, ça m'assure qu'il est compact. Bon, ça assure pas tout, mais voilà. P de U bar A bar. Et donc, je vais supposer que celui-là aussi de dimension n. Comme ça évite les problèmes de tout à l'heure. Donc, je pose P égale P de U bar A bar. Et donc, il y a un résultat qui dit, donc ça, c'est le sens facile du problème de Minkowski. Alors, la somme des volumes en dimension n-1 de f de ui p fois ui. Ah, je prends ui unitaire aussi. Unitaire. Donc chacun des ui est unitaire. Ça, c'est égal à 0. Donc, je sais que toutes mes facettes sont de cette forme-là. Là-dedans, il y en a peut-être qui ne sont pas des facettes et qui sont des trucs de dimension inférieure, genre à des zéros, je peux les oublier. Je suis en train de dire que si je prends... Moi, je vais faire un dessin. Je vais faire un dessin ici. Donc, ça, c'est le U qui correspond à cette direction-là. Donc, ça, c'est peut-être U1. Et maintenant, je regarde le volume de F de UI P, donc c'est-à-dire l'aire de cette facette, A1. Donc ça, je vais l'appeler A1, AI. Et donc, je multiplie UI par AI. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Et maintenant, je fais la somme pour chacun des côtés. La somme fait 0. C'est pas évident, mais en dimension 2, c'est assez simple. Si vous regardez ça, lui, c'est qui? C'est juste, j'ai pris ce côté-là et j'ai tourné de 90 degrés. Si je fais la somme et que je concatène mes vecteurs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon polygone, j'ai tourné de 90 degrés. Comme mon polygone est fermé, la somme des vecteurs est 0. On a démontré le problème de Minkowski. Le sens facile en dimension 2. Le sens difficile, c'est la réciproque. Ça va être simple, on va tourner dans l'autre sens. Donc ça, en toute généralité, ça peut se démontrer de plusieurs manières. Ça peut se faire avec le théorème de Stokes, si vous voulez absolument. Et sinon, une autre façon de faire, c'est de translater un peu le polytope et de regarder la dérivée du volume. Je vais l'écrire après, pardon. Je vais d'abord énoncer d'autres choses. Donc ça, c'est le sens facile. Et réciproquement, donc soit U bar comme au-dessus, avec les bonnes conditions. Et je vais prendre A1, etc., AK, les entiers, disons, strictement positifs, tels que somme des AI, UI égale à 0. Alors, il existe un unique polytope à translation près si je translate, ça ne change pas le volume et les directions des facettes, tel que donc le polytope est de la forme P de U bar A bar. Donc il se trouve qu'il y a de la forme P de U bar A bar, mais ça c'est pas trop dur à démontrer. Tel que... Oui, enfin... Alors, près tel que... Oui, pardon, merci, tel que ça. Enfin, tel que volume
n-1 de FUI P est égal à AI. Donc c'est exactement notre problème de départ. Je fixe les directions des facettes, je fixe le volume des facettes, j'ai l'existence et l'unicité à translation près. Bon, dans le cas des lentilles, c'est un petit peu plus compliqué, on a une face en dessous, et on peut rajouter des faces sur les côtés, ça change strictement rien pour la lumière, elle ne va pas les voir. Donc on a l'unicité modulo ces trucs-là. Bon, je passe les détails, mais voilà. Donc, hop, si je reviens à mon toit, il est où mon toit? Il est là. Donc pour le polygone, j'ai déjà dit, il suffit je mets mes vecteurs les uns après les autres, je tourne de 90 degrés à gauche, et j'obtiens ma solution, unique à translation près. Pour le toit, ça se voit bien aussi. Donc les deux facettes ici, elles vont avoir les mêmes volumes. Les deux facettes ici, elles vont avoir les mêmes volumes. Et on voit qu'en variant, je peux augmenter autant que je veux, sans toucher au volume de ces deux-là. Je peux augmenter autant que je veux les volumes des deux autres ou les faire tendre vers 0. Donc une fois que j'ai fixé deux des volumes, les autres, je peux les fixer comme je veux. Et le dernier, il va compenser en fait pour qu'on ait ça. Donc je peux vraiment, voilà, j'ai trois données. Une fois une fixée, je peux faire choisir la deuxième comme je veux et la troisième est de toute façon fixée par ça et ça va bien marcher. Ça va, j'ai encore 5 minutes. Donc là, on a une inégalité de concavité sur le volume. Et souvent, pour résoudre ce type de problème d'existence et d'unicité, la concavité ou la convexité, c'est sympa, on peut faire enfin voilà, c'est un peu de l'optimisation convexe. On va regarder le minimum d'une forme concave dans une direction ou d'une fonction. Et ça va être notre solution. Donc c'est ce qu'on va faire. On va regarder, moi je vais faire un peu dans l'exemple du toit là. Donc là, je vais vraiment agiter les mains. Si j'ai A1, A2, AN, etc., je peux regarder ici le volume puissance 1 sur N de P de U bar A bar, et ça va être quelque chose de concave. Ah oui, alors il y a des choses que je n'ai pas tout à fait dites. Donc ça va être concave parce que si je prends A bar et A' bar et que je regarde la moyenne, donc A bar plus A' bar sur 2, je vais obtenir un truc qui contient la somme de Minkowski des deux, j'avais écrit ça à un moment, et la somme de Minkowski des deux est supérieure ou égale avec l'inégalité de Minkowski à la moyenne des volumes, puissance 1 sur n. Okay, donc c'est un peu comme les tranches du début, j'ai la moyenne de Minkowski qui est inclue dans mon truc, donc je vais être encore plus grand que ce que me dit l'inégalité de Minkowski qui est plus grand. Donc voilà, ça c'est concave sur l'endroit où c'est défini. Parfois c'est vide, sur l'endroit où c'est défini, c'est concave. Donc je vais regarder... je vais regarder l'endroit où ça c'est égal à 1. Ça va me donner une forme qui va être convexe sur cette partie-là. Et maintenant, je vais prendre la direction moins à 1, etc., moins à n. C'est un vecteur. Et je vais prendre le point qui est le plus dans cette direction-là. Alors là, il y a plein de trucs à vérifier, il faut montrer qu'il existe. Parce que si je prends cette direction-là, ça part à l'infini. Il faut démontrer qu'il est unique. C'est pas vrai, il est unique à translation près, à vrai dire. Donc voilà, il y a des trucs à faire, mais bon, si on quotiente par les bonnes choses et tout, en fait, on va avoir un point. Et ce point est unique à translation près. Donc je vous ai pas dit, dans l'inégalité de Brun-Minkowski, le cas d'égalité, c'est le cas trivial où A et B sont dilatation l'un de l'autre. Donc c'est pour ça qu'en gros, on a unicité. Et donc si je regarde le gradient de cette fonction en ce point-là, il est forcément collinéaire à ça. Ça, c'est habituel en géométrie convexe. Pourquoi? Parce que la différentielle dans cette direction-là est nulle et dans cette direction-là est nulle, puisque j'ai fixé le volume égal à 1, le volume puissance 1 sur n égale 1. Donc le gradient il est perpendiculaire à l'endroit où la différentielle est nulle, donc forcément, ça va être la même direction que ça. Tac. Donc j'obtiens que le gradient de volume puissance 1 sur n est collinéaire à ça. Or, le gradient de volume puissance 1 sur n, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1 sur n fois le gradient du volume. Et gradient du volume, on avait dit que c'était D2. Donc les D sur D de AI des volumes de P de U bar A bar. Et ça, on avait dit que c'était juste le volume de la facette. Oui, c'est le volume de la facette en P de U bar A bar. De F de UI
de P de U bar A bar. Donc, le polytope que j'obtiens ici, le polytope qui minimise, qui est le plus dans cette direction-là, a des volumes de facettes qui sont proportionnels à 1 à n. Bon, bah maintenant, je dilate et j'obtiens ma solution, qui est unique, existence existée. Voilà, donc, on a démontré, modulo beaucoup de choses, ce problème avec les lentilles et aussi la concavité des tranches du polytope. Et pour ça, on a admis le théorème d'Alexandrov-Fenchel et le théorème de polynomialité du volume du somme de Minkowski. Et donc demain, on va introduire l'algèbre des polytopes, pour lequel ça deviendra vraiment une forme bilinéaire. Le volume X, ce sera vraiment une forme bilinéaire positive, donc pas définie positive, mais multilinéaire, symétrique, etc. Et le deuxième, ça sera un peu moins précis, mais vous verrez qu'on peut aussi l'obtenir avec des résultats d'algèbre qui proviennent de la théorie de Hodge en géométrie algébrique. Je ne vais pas dire tous les détails, mais voilà, c'est vraiment des choses assez profondes. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut voir un peu ce qu'est un volume mixte, au-delà de la structure formelle? Ou avec 2 déjà? 2, c'est le dessin que j'avais fait, avec la boule. Avec la boule, on comprend bien à peu près ce qui se passe. Alors, en tout cas, si je prends... Enfin, la réponse est non, c'est compliqué. Et demain, on verra que c'est compliqué. Mais voilà, avec la boule, on a vu qu'on avait le volume. Donc, le volume de KKK, c'est vraiment le volume. Après, on avait vu le périmètre apparaître. Mais de manière générale, non, c'est assez compliqué. Même dans le cas général, quand il y a ce genre de polynôme et de théorie de la concavité qui apparaît, souvent on comprend bien le premier terme, parfois le deuxième. Par exemple, là, ça serait la surface. Quand je fais avec le boule, ça serait la surface. Et pour les termes supérieurs, c'est souvent pas clair ce qui se passe. Enfin, voilà, si je dis pas de bêtises, on ne connaît pas grand-chose. Oui. Ce théorème, il a été prouvé comment et par qui? Je pense que c'est Minkowski dans les années 50, non, je ne sais pas. Voilà, et donc ça se prolonge à un problème continu pour les corps convexes, où on va fixer en gros la platitude de notre boule dans certaines directions. Et ça va être une mesure, ça va être des problèmes plus compliqués qui sont reliés à des théories de Monge-Ampère, à plein de choses qui sont très intéressantes. Ouais. Mais donc il y a plein de généralisations. Oh, je pense que c'était déjà connu avant Yahoo quand même. Je suis pas sûr, mais franchement, je sais pas. Regardez sur Wikipédia. C'est ce que j'ai mis dans mes références. Wikipédia sera bien plus fiable que moi. Donc, Ok, oui, mais il a résolu le cas discret, je pense. Oui. Mais il n'avait pas résolu le cas continu, je pense. Ouais. D'autres questions? Est-ce que ça a un sens de poser la même problème pour les faces de coordination supérieure? Alors, il y a un théorème qui dit que si, en gros, je fixe les directions des arêtes et les longueurs des arêtes, il existe un unique polytope qui a ces directions. Il faut dire ce que ça veut dire direction d'arête et longueur d'arête. Et pour les autres dimensions, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, enfin, tu connais ce résultat en vrai pour les directions. Mais je pense que, ouais, c'est pas...